Bienvenue dans le deuxième épisode des analyses approfondies d'un leader du numérique ou d'une start-up du monde de la tech. La vidéo va se décliner en 3 parties. Dans un premier temps, nous enquêterons sur les différentes technologies et outils utilisés en interne par l'entreprise en question, avec quel langage de programmation développent-ils leurs produits, où sont localisés leurs serveurs, quels outils tiers utilisent-ils. Puis nous étudierons ensuite le business model, comment l'argent rentre, quel est le produit phare de l'entreprise, cette dernière est-elle rentable. Et enfin nous terminerons par le plus croustillant, et c'est un peu la marque de fabrique de cette chaîne YouTube, les côtés sombres de l'entreprise en question. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Controverses, fuite de données, concurrence, polémique, etc. Ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. L'objectif de tout cela est de tirer des apprentissages, démystifier les réussites tech, supprimer les tabous sur certains sujets et prendre du recul sur les produits tech que nous utilisons au quotidien. Vous avez été très nombreux à manifester votre contentement en commentaire sur le premier épisode. Déjà, merci beaucoup pour le soutien, ça booste beaucoup pour continuer le format. Il s'agissait de l'analyse des dessous de Doctolib que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, passons aux choses sérieuses. Notre cobaye du jour ne sera autre que le leader mondial de la location des logements de courte durée entre particuliers, et je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous l'ont déjà utilisé au moins une fois dans leur vie, Airbnb. Infrastructure, technologie et outils. Rentrons directement dans le vif du sujet et intéressons-nous à la stack technique d'Airbnb ainsi qu'aux outils qu'ils utilisent en interne. Cela nous permettra de nous faire une idée des dépendances externes et de la manière dont ils assurent la sécurité et la performance de leur plateforme. Premier réflexe que j'ai dans ces cas-là, c'est d'aller directement dans les mentions légales du site Airbnb. Bah oui, parce qu'ils sont obligés d'y afficher l'hébergeur web. Pas de surprise pour l'instant, je cite, Airbnb utilise les services cloud d'Amazon Web Services pour héberger son site web. Airbnb étant une entreprise basée à San Francisco, ça fait sens. Et puis il faut dire qu'AWS fait partie des meilleurs providers dans le domaine du cloud, si ce n'est le meilleur. Tiens, dans les mentions légales, on voit aussi qu'Airbnb utilise une antenne irlandaise pour pouvoir se déployer en Europe. Sommes-nous surpris ? Non. Avantages fiscaux attractifs, environnement d'affaires favorable, position stratégique, tu connais la chanson. Ah, le jour où les boîtes américaines paieront leurs impôts en France, je pense que les développeurs PHP seront revenus à la mode. Quelle indignité. Parlons maintenant des technologies qu'ils utilisent pour développer leurs services. Alors sachez déjà que c'est un bordel. C'est un bordel. En fait, la société existe depuis 2008 et les technologies ont beaucoup évolué entre-temps, tout comme les choix techniques en interne chez Airbnb. Ce qui fait qu'en consultant des dizaines d'articles sur le sujet, j'ai littéralement trouvé tout et son contraire. À force de recherche, je pense quand même avoir décelé le vrai du faux, et voici ce que j'en ai tiré. Je vous mets bien sûr les sources en description. On confrontera ensuite ce qu'on a trouvé avec les offres d'emploi chez Airbnb. C'est le plus fiable pour valider si une techno est utilisée en interne ou non. Le back-end est propulsé par Ruby on Rails avec GraphQL pour le système de base de données et Nginx pour le serveur web. Donc rien de très surprenant ici, on est sur des technologies solides offrant de bonnes performances, une grande flexibilité et une maintenance simplifiée. Il faut savoir que l'architecture logicielle chez Airbnb est basée sur une approche par microservices, où l'application est divisée en services plus petits et indépendants qui communiquent entre eux par le biais d'API. C'est plutôt courant et ça permet d'apporter une meilleure scalabilité, chaque service pouvant être ajusté en fonction des besoins spécifiques. Voici quelques-uns des microservices pour que vous puissiez vous faire une idée. Service utilisateur, service de recherche, service de réservation, service de messagerie, service de review, service de notification, etc. Côté front-end, leur site web serait basé sur du React. Je dis serait car je n'ai vu l'information qu'à un seul endroit. Airbnb utilise également du machine learning pour leur moteur de recherche, leur moteur de recommandation et l'optimisation des prix pour les autres. Et enfin, pour évoquer quelques services tiers qu'ils utilisent en interne, il y a Google Maps pour les cartes, Braintree par PayPal pour le paiement ou encore Firebase pour pousser les notifications sur mobile. Pour le big data, ils utiliseraient Presto, Druid et Airpal. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres services tiers, mais c'est pas évident d'avoir une confirmation sur tous, donc je vous ai donné les plus évidents. Maintenant, il reste un aspect de la stack technique où j'ai vraiment galéré à trouver des informations stables, c'est le développement mobile. Et c'est normal parce qu'ils ont changé plusieurs fois de technologie, et on trouve d'ailleurs des informations littéralement fausses dans pas mal d'articles en ligne. Mais ne vous inquiétez pas, ici on ne se fait pas avoir. En effet, vous constaterez que souvent le framework mobile utilisé par Airbnb est désigné comme étant React Native. Mais en creusant un peu et en regardant les offres d'emploi chez Airbnb, j'arrivais pas à trouver de confirmation. Puis j'ai trouvé
retrouver le pourquoi du comment dans cet article de 2018. En fait, en 2016, Airbnb a drastiquement renforcé son équipe de développement mobile en la montant à 100 développeurs et en adoptant React Native. Mais ce changement a rapidement été avorté pour diverses raisons techniques, notamment le fait qu'au lieu de repartir de zéro, ils essayaient d'injecter le code des apps natives préexistantes et ça créait plus de problèmes que ça en résolvait. Bonjour la dette technique. Donc ils sont repassés sur du développement natif depuis un bon moment déjà. Kotlin, Swift, etc. Bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Donc j'ai confronté toutes ces informations aux offres d'emploi qui sont directement accessibles sur le site carrière d'Airbnb. Je vous propose de faire un rapide tour des quelques annonces que j'ai trouvées. Ingénieur full stack senior qui demande une expertise front-end avec les frameworks JavaScript modernes, React, Angular, Vue, etc. Confirmation partielle pour React en front-end. Ingénieur back-end, expertise en Java, Ruby, Go, C++, confirmation partielle pour Ruby. Alors oui, ne soyez pas étonnés qu'il liste à chaque fois plusieurs technologies et qu'on ne puisse avoir que des confirmations partielles. Les offres d'emploi sont volontairement larges et vagues. Ingénieur full stack demandant de maîtriser GraphQL, développeur iOS avec une grosse expérience en Swift ou Objective-C, et enfin développeur mobile ayant au moins 5 ans d'expérience en Kotlin pour Android. Voilà de quoi confirmer à 100% qu'Airbnb utilise bien du développement natif pour son application mobile, et non un framework multiplateforme comme React Native. Enfin, dernier point à mentionner pour cette première partie de la stack technique d'Airbnb, la société met un point d'honneur à proposer des projets en open source, ce qui est très respectable. Vous aurez le lien en description pour les plus curieux d'entre vous. On retrouve des guides de programmation, Ruby Style Guide, Swift Style Guide, JavaScript Style Guide, des projets autour de React, Enzyme pour la testabilité, React Dates, React with Style, Reostal, un composant React de slider, et le populaire Visx, une collection de composants React. Et pour ceux qui connaissent, de nombreuses ressources autour de Lottie, les fameuses animations vectorielles, que ce soit pour iOS, Android ou pour le web. Voilà pour le tour d'horizon sur l'infrastructure, les outils et les technologies utilisées par Airbnb. Ce qui nous permet d'appréhender un peu mieux l'aspect et les choix techniques de la société. Il est temps de passer à la seconde partie de cette vidéo et de parler vrai. Comment Airbnb fait rentrer l'argent? La société est-elle rentable? Business model et rentabilité. À votre avis, sur quoi repose le business model de Airbnb? Bon, inutile de tergiverser, c'est extrêmement simple. Ils prennent des commissions sur le montant des réservations. On peut passer à la partie suivante. Le côté sombre. Mais non, c'est une blague. Chez le frère codeur, on creuse le sujet, donc accrochez-vous. Premier réflexe que j'ai, c'est d'aller sur leur site internet pour voir comment Airbnb eux-mêmes définissent leur fonctionnement. Je cite, « Votre inscription et la mise en ligne de votre logement sont gratuites. Pour vous aider à utiliser au mieux la plateforme Airbnb, y compris des services tels que l'assistance client H24 et le traitement des cartes de crédit, nous facturons des frais de service lorsqu'une réservation est confirmée. Les frais de service applicables sont communiqués à l'hôte avant qu'il ne publie une annonce ou aux voyageurs avant qu'il ne réserve. Airbnb applique des frais de service aux voyageurs et ou aux hôtes. On part déjà sur une ambiguïté. Alors en fouillant un peu dans les pages de support d'Airbnb, on trouve une partie de la réponse. Il y a donc deux modèles possibles. Frais partagés entre l'hôte et le voyageur, fonctionnement le plus courant, en moyenne 3% de frais pour l'hôte et 14% pour le voyageur, ou frais uniquement pour l'hôte, entre 14 et 16%. Ce modèle concernerait surtout les établissements d'accueil traditionnels tels que les hôtels ou les résidences de tourisme, qui sont quand même très minoritaires sur Airbnb. Donc de façon générale, on est sur des frais partagés entre le voyageur et l'hôte. C'est ce qu'on appelle basiquement un modèle économique basé sur la commission. Mais oui, c'est clair! La proposition de valeur d'Airbnb est une large gamme d'hébergements, une mise en relation avec des hôtes locaux pour une expérience authentique, un prix abordable en comparaison aux autres établissements traditionnels et des retours vérifiés des utilisateurs, ce qui renforce la confiance et la crédibilité en utilisant le principe de la preuve sociale, très efficace en marketing. À noter également concernant le business model qu'il y a eu une tentative de diversifier les rentrées d'argent avec le programme Airbnb+, lancé en 2018 et arrêté en novembre 2023. Le but était de garantir des logements de qualité supérieure en vérifiant les hôtes et les logements. Il y avait alors plus de 100 critères pour prétendre au programme, cuisine ultra équipée, style d'intérieur cohérent, téléviseur avec abonnement inclus, etc. etc. En gros, c'était pour des logements premium et ça a fait un flop. Le coût d'adhésion pour les hôtes était aussi relativement cher. Mais revenons au vrai modèle économique d'Airbnb basé sur les commissions. Pour 2022, la plateforme a déclaré des frais moyens de 13,3% pour une réservation moyenne de $161, soit 21,41$ qui rentrent dans leur caisse par réservation. En faisant une petite recherche, on trouve que le nombre total de réservations dans le monde via Airbnb en 2022 était de 393 millions. On fait 21,41$ fois 393 millions, ce qui nous donne 8,4 milliards de dollars. Et aux surprises, le chiffre d'affaires déclaré par Airbnb pour
pour 2022 est de 8,4 milliards de dollars. On retombe bien sur nos pattes, les données semblent correctes. Cela me permet de transitionner sur la rentabilité d'Airbnb avec ce graphique de l'évolution du chiffre d'affaires en rouge clair et du revenu net en rouge foncé de la société. Quelle est la constatation? 2022 est la première année où Airbnb est rentable. Je répète au cas où c'est pas clair, 2022 est la première année où Airbnb est rentable. Je rappelle que la société a été créée en 2008, ce qui fait 14 années de résultats négatifs avant d'en arriver là. En fait, on retrouve le même phénomène que ce qu'on a vu dans l'épisode précédent avec Doctolib. L'accent est mis sur la croissance rapide et l'acquisition de parts de marché, souvent au détriment de la rentabilité à court terme. Avec des levées de fonds successives et une valorisation croissante, Airbnb privilégie l'expansion et l'innovation continue en s'appuyant donc sur des investissements conséquents pour soutenir leur développement. Mais finalement, en 2022, la société devient rentable avec 8,4 milliards de chiffre d'affaires, plus 40% par rapport à l'année précédente quand même, et un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars. Donc j'ai envie de dire pari gagnant. Mais bon, faut quand même tenir les 14 ans de résultats négatifs. Finissons donc cette seconde partie avec l'historique des levées de fonds de la plateforme. Novembre 2010, soit 2 ans après sa création, levée de 7,2 millions de dollars grâce au fonds Greylock Partners et Sequoia Capital. Juillet 2011, levée de 119,8 millions de dollars avec Andreessen Horowitz, DST Global et General Catalyst Partners. Oui, vous ne rêvez pas, en 9 mois, on est passé d'une levée de fonds de 7 millions de dollars à une levée de fonds de 120 millions. America, fuck yeah! Mars 2015, levée record de 1 milliard de dollars, ce qui amène la valorisation totale de l'entreprise à 20 milliards de dollars. Avril 2020, l'activité est stoppée net à cause du confinement. Une nouvelle levée de fonds est organisée sous forme de dette convertible en actions d'un montant d'1 milliard de dollars. D'ailleurs, la crise du Covid a obligé Airbnb à licencier un quart de ses employés, soit 1900 personnes sur 7500. La valorisation a chuté à 18 milliards de dollars, soit un niveau plus bas qu'en 2015, 5 ans auparavant. Et enfin, en décembre 2020, c'est une entrée en bourse réussie, notamment poussée par la reprise progressive du tourisme dans le monde. La société récupère à cette occasion 3,4 milliards de dollars. Actuellement, Airbnb est valorisé à 100 milliards de dollars. C'est pas dégueu. Bien, maintenant que nous avons compris le statut financier et le business model d'Airbnb, il est temps de passer à la partie que vous attendez tous, le côté sombre de Airbnb. Et il y a de quoi faire. Le côté sombre. Avant de passer aux choses sérieuses, pensez à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. C'est toujours important d'avoir votre soutien sur ce genre de contenu TMTC. Vous vous en doutez, en devenant un acteur prépondérant dans le domaine de la location, Airbnb a cassé les codes et a entraîné une mutation urbaine dans certaines villes. Cela n'a pas eu lieu sans son lot de controverses et de problématiques gênantes. Je vous propose maintenant de faire le tour de toute cette mascarade. Growth hacking douteux. Dès juin 2011, soit 3 ans après la création de la société, Airbnb a utilisé une technique de growth hacking pour accélérer sa croissance en exploitant la popularité de Craigslist, une plateforme de petites annonces très populaire aux États-Unis. Le growth hacking désigne un ensemble de techniques de marketing permettant d'accélérer rapidement et significativement la croissance d'une entreprise, parfois par des moyens à la limite de l'éthique. Airbnb a développé des fonctionnalités pour être facilement intégrables avec Craigslist, permettant ainsi aux utilisateurs de poster directement leur annonce Airbnb sur Craigslist. Oh les bâtards! Ils ont également créé un outil pour contacter en masse, notamment par email, les hôtes qui utilisaient déjà Craigslist pour les ramener sur leur plateforme avec divers arguments. Plateforme sécurisée, réservation simplifiée, communauté croissante, etc. Une problématique s'est vite soulevée. Est-ce éthique et légal? Toujours est-il que Craigslist a rapidement apporté des modifications techniques pour éviter ce genre d'exploitation. Cette technique de growth hacking s'est avérée fructueuse pour Airbnb et est aujourd'hui un cas d'école largement discuté dans le domaine du marketing. Dérive en 2014 à New York. En mars 2014 à New York, un événement a fait la une des journaux pendant quelques jours. Un locataire a organisé une orgie sexuelle dans une location Airbnb. Cela s'est fait remarquer et a suscité le mécontentement du voisinage, lequel a demandé le renvoi du propriétaire. Résultat des courses, ce dernier s'est retrouvé à la rue et a déclaré des dommages d'un montant de 24 000 $ dans son appartement, de quoi entacher la réputation d'Airbnb. Des événements similaires ont eu lieu dans les années 2010, ce qui a provoqué l'apparition de nombreuses coopératives qui scannent la plateforme Airbnb pour détecter des locations de leurs bâtiments afin de les dénoncer aux autorités. Annonce Airbnb dans les colonies israéliennes. Pendant plusieurs années, on pouvait retrouver des annonces Airbnb dans les colonies israéliennes en Cisjordanie, illégales au regard du droit international. Le 12 février 2020, Airbnb a été inclus dans une liste d'entreprises opérant dans les colonies de Cisjordanie impliquées dans des activités qui soulevaient des préoccupations particulières en matière de droits humains, publié par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'entreprise a ainsi été catégorisée comme fourniture de services et utilités soutenant le maintien et l'existence des colonies. La société a tenté de s'en défendre en annonçant verser les bénéfices à des œuvres caritatives, mais la situation reste néanmoins très questionnable. Crise du logement. C'est certainement ici l'un des points les plus problématiques et les plus profonds soulevés par Airbnb. Son apparition a provoqué progressivement une transition des logements depuis le parc locatif vers le parc touristique, entraînant une pénurie de logements dans certaines zones urbaines. Et moins de logements disponibles à la location long terme
signifie hausse des prix. Des propriétaires ont également été accusés d'expulser illégalement des locataires pour convertir des propriétés en annonces Airbnb à loyer plus élevé. Car oui, une location saisonnière est toujours bien plus rentable. Les logements long terme deviennent donc moins abordables en termes de loyer et on constate le départ des populations moins aisées qui ne peuvent plus se maintenir dans le cœur touristique des métropoles. Par exemple, le quartier Barry-Gothique à Barcelone a perdu la moitié de ses habitants entre 2006 et 2015. Je précise qu'Airbnb n'est pas la seule cause dans ce genre de mutation, mais y participe. Accélération du tourisme de masse. Comme on l'a dit précédemment, Airbnb entraîne une augmentation des logements touristiques. La population des quartiers ultra-touristiques change, les habitudes de consommation et les pratiques des touristes sont différentes et provoquent, par loi de marché, une transformation de certains quartiers. Multiplication des bars et restaurants, apparition de magasins de luxe, croissance du nombre de grandes surfaces, démocratisation du travail le dimanche, etc. On constate également une dégradation de la qualité de vie des habitants, notamment due aux nuisances sonores et aux incivilités des touristes. Que ce soit des fêtes ou le va-et-vient incessant dans les cages d'escalier avec des grosses valises, par exemple. A noter également, avec la tenue des JO à Paris cet été, les réservations Airbnb ont explosé dans la capitale, faisant de la société un acteur incontournable dans cette arrivée massive de touristes. Airbnb a même investi beaucoup pour cet événement en devenant partenaire officiel des JO 2024. Clivage politique. Au fil des années et de sa croissance, Airbnb est devenu un acteur incontournable dans la gouvernance urbaine. Cette situation a généré des tensions et divisé les opinions entre ceux favorables à une régulation politique et ceux défendant les libertés de la plateforme. La société Airbnb est donc influente et s'est installée dans une sorte de flou juridique. On a vu l'apparition de groupes de pression comme des associations d'hôtes et de propriétaires qui interagissent avec les pouvoirs publics pour influencer la législation et qui suscitent aussi des conflits avec les acteurs traditionnels. Donc réguler Airbnb, c'est compliqué et ça varie beaucoup selon les contextes locaux, allant de mesures minimales à des interdictions presque totales. Voici par exemple quelques villes qui ont quasiment interdit Airbnb. New York, interdit de louer un Airbnb pour moins de 30 jours. En France, dans 18 villes, dont Paris, Lille ou Bordeaux, la location Airbnb est limitée à 120 jours par an maximum. Berlin, 8 à 10 semaines par an maximum. Amsterdam, permis nécessaire et uniquement 30 nuits par année. Ou encore Barcelone, interdit de louer un Airbnb pour moins de 31 jours. Lobbying excessif. Airbnb et le lobbying, c'est une équipe qui fonctionne. En France, de nombreux ambassadeurs sont présents et diffusent sur les réseaux sociaux des contenus soigneusement préparés par Airbnb. Mais ils mettent surtout la pression sur les élus locaux, le but final étant d'agir contre la législation visant à réguler Airbnb. Il y aurait notamment eu des tentatives d'intimidation de la part des propriétaires. Alors ne vous en faites pas, ce n'est pas suffisant pour stopper la loi Airbnb qui est passée en janvier 2004 à l'Assemblée nationale. Celle-ci prévoit une nouvelle fiscalité pour éviter une concurrence trop déloyale, un diagnostic de performance énergétique obligatoire et un pouvoir de régulation accru pour les mairies. Controverse sur les caméras de surveillance. Début 2024, le nombre de plaintes de locataires concernant des systèmes de vidéosurveillance installés par les propriétaires a explosé. Et ce ne sont pas des systèmes uniquement là pour prévenir des cambriolages ou de fuite des eaux. Il s'agit bien de dérives graves avec des caméras retrouvées dans des toilettes ou des salles de bain pour rentrer dans l'intimité des locataires. D'ailleurs, vous aviez peut-être vu à l'époque la vidéo de Simon Puech qui dénonçait le phénomène et montrait également toutes les étapes pour parvenir à le reproduire. Bah tu sais, youtubeur, faut faire du clic à un moment. C'est dorénavant interdit depuis le 30 avril et voici le message officiel sur le site Airbnb. Cette mise à jour s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par la plateforme pour simplifier sa politique relative aux caméras de sécurité et autres dispositifs et ainsi protéger la vie privée de la communauté d'hôtes et de voyageurs. Jusqu'à maintenant, il était possible d'avoir des caméras dans les parties communes en les déclarant explicitement sur l'annonce. Maintenant, c'est totalement interdit avec pour seule exception les caméras extérieures. À l'été 2023, on s'en souvient, une locataire avait retrouvé une caméra dans un réveil pointée vers la cabine de douche. Installée depuis un moment, elle avait déjà filmé 14 vacanciers. Ce phénomène a donc mis en avant une problématique alarmante, celle de la frontière de plus en plus floue entre la sécurité et la violation flagrante de la vie privée, soulignant un besoin urgent de vigilance et de régulation adaptée quant à l'utilisation de plateformes comme Airbnb. Nous en avons fini avec l'analyse approfondie des dessous d'Airbnb. Chose extrêmement importante avant de partir, si la vidéo vous a plu, surtout faites-le moi savoir et partagez autour de vous. J'en profite pour remercier les nombreux soutiens que j'ai eu dans le dernier épisode sur Doctolib. Les vues n'ont pas été au rendez-vous, ça on a l'habitude, mais vous avez été extrêmement chaud sur les likes et les commentaires et c'est très motivant pour faire de nouveaux épisodes avec ce format. Donc je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura au moins 4 épisodes des analyses des dessous de la tech entièrement fait maison. Pas mal, non? C'est français. Merci encore et n'hésitez pas à soutenir à nouveau si cet épisode vous a régalé. Si vous avez vu des approximations ou des oublis, n'hésitez pas à apporter un complément dans les commentaires. J'espère que vous aurez pu tirer des choses intéressantes via ce format et normalement la prochaine fois qu'on vous parlera de Airbnb, vous allez briller en société. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Bisous.